podcast de la superviseure et coach Sabine Henrich-Fraise. La solitude du papillon, c'est cette chrysalide avec un ver à soie qui va devenir potentiellement un beau papillon, mais qui doit faire ce travail seul. Ça peut être une image pour toutes les transformations humaines. C'est comment de déployer ses ailes. Cette transformation humaine, en fin de compte, on l'a fait seul. Alors on peut être accompagné par un coach, mais en fin de compte, c'est un travail personnel, c'est une exploration personnelle et chacun le vit différemment. Ce déploiement, c'est un chemin complètement individuel et en fin de compte, on peut rencontrer et faire face à beaucoup de solitude dans ce chemin. Pour moi, le papillon, c'est le symbole du changement, de cette capacité de sortir de son cocon, de passer de chenille à papillon, parce qu'il y a une sorte de renaissance. On est le même et on est quelqu'un de nouveau quand on est un papillon. On ne peut le faire que par soi-même, en fait, que si c'est un mouvement voulu. Être en relation et quand même être dans la solitude, il y a que moi qui peux le faire parce qu'il y a que moi qui peux décider finalement de le faire, même si je suis accompagnée et dans la relation avec l'autre. C'est vraiment une recherche intérieure, en fait. Et cette recherche, elle est sans fin, puisque le papillon, il est déjà chenille tout seul, et après, il devient papillon tout seul et il finit sa vie tout seul. Et je pense que cette solitude, il faut vraiment l'apprivoiser parce que c'est la rencontre avec soi. Et soi, on n'a qu'une vie, en tous les cas, dans ce corps. Et je pense qu'il est intéressant, je dirais même plus qu'important, de prendre du temps dans sa solitude pour se découvrir davantage et œuvrer en tant que leader avec sa propre texture, quoi. On dit toujours que un battement d'aile de papillon provoque de grands tremblements à l'autre bout du monde. Et le papillon est-il seulement conscient des conséquences de son battement d'aile? Et le coach est-il seulement conscient du battement d'aile qui va générer plein de choses qu'il ne maîtrise pas? Le coach, dans sa posture, quel que soit le client ou la cliente qu'il a en face de lui ou sa problématique, ne doit jamais oublier ça, que c'est lui ou elle qui fait le boulot et que c'est pas toujours facile. Mais que ça amène à de bons résultats ou à une belle transformation. As soon as the butterfly knows which ripples it causes, it also feels the solitude. There's nothing one can do about it. La solitude du papillon, c'est aussi pour moi des fois une zone de repos, une zone de ressourcement et pas forcément un lieu dramatique dans lequel la solitude serait synonyme d'isolement. À la fois, je pense qu'on se transforme parce qu'on est en relation avec les autres. Je pense que c'est le contact et l'ouverture aux autres qui nous fait évoluer. Donc c'est cette espèce danse quelque part entre le cheminement personnel qui implique une forme de solitude pour vraiment devenir qui on est soi-même. Et en même temps, ça ne se fera pas sans être en contact avec les autres. Je pense pas que dans la solitude totale, on deviendra un papillon. Moi, je pense tout de suite à la solitude du dirigeant. Et en même temps, la métaphore du papillon, c'est toujours la transformation. Moi, ce qui me vient comme idée, c'est leadership transformationnel, comment on peut accompagner un dirigeant à faire un chemin et à aller dans ce qui lui est le plus singulier et le plus profond. La mue, la transformation, ces moments-là sont difficiles. Il faut renoncer. On se met automatiquement en grand déséquilibre avec des perspectives qui restent très incertaines. Dans tous ces projets, dans toutes ces modalités de transformation organisationnelle, humaine, individuelle, professionnelle, personnelle, on est dans une profonde solitude. Et je crois que dans le métier de coach, notre métier, c'est de pouvoir, par une présence, accompagner cette solitude dans des processus de mutation, dans des processus de changement. Le moment où le papillon sort de sa chrysalide, découvre le monde. Là aussi, ça parle un peu du regard étonné quand on sort d'un monde connu, en fait, et qu'on aborde un monde complètement inconnu. Le fait qu'on puisse avoir une forme de solitude à ne pas être dans le cadre de référence des autres. Le mot transformation vient du latin. Il y a un mot équivalent en grec, c'est métamorphose. En fait, les deux mots sont les mêmes, mais sont perçus de façon très différente. Le papillon, c'est le résultat d'une métamorphose. Et moi, j'ai une question qui me turlupine dans mon métier d'innovation et de transformation, c'est est-ce que la chenille, ce que c'est que de devenir papillon? À l'inverse, est-ce que le papillon, qui est le fruit d'une métamorphose, se rappelle ou a appris du stade précédent, où il n'était qu'une chenille?
On peut imaginer que le papillon, redémarrant à zéro, soit un petit peu seul, entre guillemets, en tout cas, n'ait pas de référence, s'il ne se souvient pas de ce que c'était que d'être une chenille. Je pense que c'est ça un peu dans la vie, hein. Quand on change de rôle, quand on prend des responsabilités, quand on évolue dans une boîte, effectivement, chaque étape est une étape finalement de métamorphose. Le risque, c'est peut-être d'oublier en fait ce qui s'était passé avant, effectivement. Il faut accepter quand on est coach qu'il y a beaucoup de moments de solitude où on n'est pas sûr de cheminer toujours au bon endroit. On n'est pas certain et on suit son intuition. On peut être aussi parfois très seul là-dedans, je crois. Ça me ramène à la vulnérabilité de l'être humain et à la nécessité d'être en paix avec soi et donc d'être en accord avec la solitude, parce que savoir être seul, je trouve que c'est tout un art et ça apprend à s'aimer et à être avec soi. Donc je trouve que c'est très beau, la solitude du papillon. Sabine & Co, laissez-vous surprendre par les mots, les idées et les expériences partagées. Sabine Henrich-Fraser, bonjour. Bonjour David, ravi de te revoir ce matin. Également, et donc bienvenue à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode du podcast Sabine & Co, dont le thème de ce jour est la solitude du papillon. Et le sous-titre, trouver sa force dans la vulnérabilité et la solitude. Alors, pourquoi ce thème ? Le thème m'est cher pour deux raisons. D'abord parce que je pense que la solitude est un vrai sujet dans toutes ses facettes qui nous habitent, avec lesquelles on doit fonctionner, opérer avec nos clients, donc je développerai. Et puis je l'ai associé aux papillons, tout simplement, parce que j'adore les papillons, ils ont plein de symboliques, et il y a une petite histoire que je raconterai aussi autour du papillon, qui m'a donné envie d'associer deux mots, deux concepts, deux termes, pour créer le titre « La solitude du papillon ». Alors nous venons d'écouter le best-of des témoignages de celles et ceux à qui tu as donné la parole pour découvrir et réagir le thème du jour. Qu'est-ce que tu as ressenti à l'écoute de ce best-of, Sabine ? Comme souvent, je suis et étonné et surpris et parfois intrigué par toutes les réponses que j'entends. Cette fois-ci, si je peux faire un point, je me suis rendu compte que le papillon, dans notre métier de coach, est très orienté symbole de transformation. Je pense que nous l'avons tous cette idée en nous que le papillon est le symbole, mais l'entendre de plusieurs coachs avec des mots différents, que c'est la chrysalide, que c'est sortir de la chrysalide, qu'à la fin c'est un papillon, je me suis vraiment interrogée sur la question comme quoi notre métier nous forge dans les symboliques et les métaphores, et il est peut-être temps d'arrêter d'utiliser le papillon comme symbole de transformation. Il y en a bien d'autres, mais le papillon tel que je le conçois, tel que je l'ai donné en titre, pour moi est bien beaucoup plus que le symbole de la transformation. À vrai dire, j'y ai même pas pensé du tout quand j'ai écrit les lignes autour de la solitude et du papillon. Donc tu dois être surprise de ce qui ressort de ce micro-trottoir. Oui, je suis très très surprise parce que vraiment ça a été nommé souvent comme symbolique et vraiment avec cette question de est-ce que nous sommes obligés d'utiliser les mêmes métaphores? Est-ce que le papillon, dès qu'on est coach, devient la métaphore de la transformation? Est-ce que peut-être ça a été trop utilisé comme symbole de transformation? Et est-ce que ça nous limite dans notre imaginaire, dans notre imagination pour trouver des métaphores et des symboles pour les sujets de transformation, pour des sujets de solitude, même pour des métaphores de vie, tout simplement? Avant de préparer cet épisode, nous avions parlé du thème et moi ce que j'en ai compris à la lecture de ton chapitre, du chapitre de ton livre, c'est qu'en fait l'intention de l'épisode c'est de parler et c'est d'explorer la solitude qui est inhérente au leadership, mais qui est aussi inhérente au coaching, mais pas que en fait, à plein d'activités. Pourquoi la notion de solitude, qui est une réalité, j'ai envie de dire existentielle, te semble si importante ? Alors, comme tu viens de le dire, d'abord, c'est une des grandes contraintes existentielles. Il y en a 5. Il y a la responsabilité, il y a la solitude, il y a la finitude, il y a le sens et il y a la notion de perfection. Et pour moi, la solitude est vraiment quelque chose de très important pour plusieurs raisons. 1, je vis souvent des moments en solitude. 2, quand je coach, notamment une équipe, autant que coach, nous pouvons avoir des moments de véritable solitude, je reviens là-dessus, et aussi les leaders, femmes et hommes que j'accompagne, vivent avec une sorte de sensation de solitude, qu'elle est générée par leur comportement ou inhérent à une posture de pouvoir, ou parce que ça fait partie de la vie. Cette notion de solitude me semble essentielle, absolument essentielle dans notre métier de coach.
si nous aimons pas être en lien ou en relation avec notre solitude, nous allons finir par utiliser l'autre, je le mets en guillemets, pour en fait combler notre solitude. Donc la capacité que nous développons d'être bien à l'aise avec soi-même pour pouvoir accompagner les autres, pour pouvoir être à la disposition des autres, me semble tout à fait essentiel. Et j'aime développer cette thématique ou ce ressenti avec les coachs que j'accompagne et les clients que j'accompagne. Et j'ai mis très, très, très longtemps à aimer être seul parce qu'en fait, c'est une illusion parce que quand nous sommes seuls, nous sommes avec nous-mêmes. Donc en fait, nous sommes pas seuls. Mais cette sensation de solitude, d'être seul, de ne pas s'occuper, de pas la remplir, de laisser la place à la solitude, de pas fuir la peur que nous avons de la solitude, tout ça, c'est des facettes du métier de coaching qui me semblent vraiment essentielles. Et j'adore les explorer parce que c'est là où il y a la richesse, c'est là où il y a des choses qui peuvent se transformer. Mais en étant plein tout le temps et toujours rempli de plein de choses, nous n'arrivons pas à recréer un lien avec notre solitude. C'est marrant, en t'écoutant, je me souviens d'une anecdote où tu nageais, me semble-t-il, dans une mer nordique et que tu réfléchissais, tu étais dans l'introspection et à un moment donné, tu es visité, si je puis dire, par un phoque. C'est ça. Un moment aussi qui dit, est-ce que réellement nous sommes seuls ? Oui, c'est une de mes plus grandes expériences. Certains diraient mystiques, moi c'est surprenant, mais je me souviens exactement de chaque moment de ce matin très tôt dans la mer du Nord où il y avait personne qui se baignait parce qu'il faisait quand même 17-18 degrés la mer. Et vraiment, j'étais en train de nager tranquillement en me disant, presque je savourais ma solitude. Je savourais être seule dans la mer du Nord, personne à la plage. Je me disais, ouais, quand même, la solitude, c'est un vrai état existentiel et de beauté. Et quand j'étais dans cette idée-là, qui se mélangeait avec de la nostalgie, avec de la tristesse, avec oui, mais moi, quand même, je suis seule, je vais finir seule. Je vis ma vie seule. Personne peut vivre ma vie à ma place. Eh bien, à ce moment-là, effectivement, il y avait l'apparition de la tête d'un phoque à 1 mètre qui m'a regardé. Les regards se sont croisés pendant 1 seconde et en fait, il a redisparu dans la mer et je l'ai plus vu. Qui faisait qu'à ce moment-là, toutes mes idées, mes sensations, mes croyances autour de la solitude se sont évanouies quelque part parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a un phoque qui est sorti et qui m'a montré juste que nous voyons pas les liens invisibles, nous voyons pas tout ce qui est autour de nous. Nous croyons que nous sommes seuls, mais je pense que nous avons perdu notre capacité à voir au-delà de ce qui est visible, à avoir l'imaginaire pour se sentir entouré, pour aimer être surpris en état de solitude. C'est pour ça, pour moi, c'était une des grandes expériences que j'ai faites. Elle restera parce que c'était éphémère. Et peut-être là, il y a même un lien avec le papillon. Parce que le papillon, quelque part, il est éphémère. Il vit très peu de temps. Il est beau quand il arrive. Il est léger. Il s'en va. Nous pouvons pas vraiment l'attraper à moins qu'on veut le chasser. Mais en fait, le phoque était aussi éphémère que ça. Il est juste arrivé, il est reparti. Et en un instant, il m'a montré les liens invisibles et la beauté qui nous entoure. Donc, c'est ça que je trouve fascinant et c'est pour ça que j'avais choisi le papillon, pour nous rappeler la beauté, les moments de beauté et le fait que nous sommes entourés, nous sommes pas seuls. Un peu comme un clin d'œil de la vie, l'apparition de ce phoque. Oui, c'était même un très grand clin d'œil de la vie. Et je dis parfois, j'avoue que les petits clins d'œil, je les saisis pas tout le temps. Parfois, il me faut un grand clin d'œil et là, je ne pouvais pas échapper à quelque chose qui était vraiment révélateur, en tout cas pour moi. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous l'aurez compris, cet épisode va vous inviter à voir la solitude comme une opportunité d'introspection, de recentrage, en fait comme une ressource quand nous savons l'apprivoiser. Oui, c'est le message essentiel, c'est réapprendre à aimer sa solitude, à être en lien avec soi, sans le remplir, sans faire des choses, sans penser. D'autres vont me dire, c'est comme la méditation, peut-être. En tout cas, seul, c'est pas méditer. Être seul, c'est savourer sa propre présence, c'est s'apprécier,
apprécier la manière dont je construis et vis ma vie, que tout va comme je veux ou pas. En tout cas, c'est à ce moment-là où tout peut s'apaiser. Et je trouve même aujourd'hui que les moments de solitude, c'est presque un luxe. Nous sommes tellement entourés de bruit, de propositions, de réseaux, de messages, que presque la solitude est devenue un luxe. Alors, ce que j'observe est qu'il y a une tendance à s'extraire de la vie, à faire des retraites, à partir quelque part en campagne pour être seul. Pour moi, c'est pas ça la solitude que j'encourage. Ça, c'est important, c'est nécessaire. De temps en temps, je le fais aussi. Mais ça a quand même une idée d'exceptionnel. Je pars pour revenir. Je me coupe pour revenir. Ça peut être une fuite pour revenir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la solitude au quotidien. C'est la solitude existentielle avec laquelle nous vivons. Le matin, quand je me réveille, en quoi j'apprécie d'être seule ou pas à prendre ma douche, en quoi je peux être seule à prendre mon café, à rien faire, à apprécier la lumière qui rentre dans mon appartement. La solitude, en fait, elle est partout. Nous sommes entourés. C'est comme un grand champ de possibilités et de choses invisibles. Et encore, pour cela, il est important que la tête se tait. Les pensées s'arrêtent pour tout simplement rien faire pendant 10 minutes, être dans mon appartement et rien faire pendant 10 minutes. C'est ça, la beauté de la solitude, et elle devient très riche à ce moment-là. Selon toi, pourquoi la solitude est si mal perçue et si mal vécue dans nos sociétés? Parce qu'à certains moments, et pour certaines personnes, c'est presque vécu comme une souffrance, la solitude. Profondément, je suis persuadée que, nous sommes des êtres de relation et nous sommes des êtres qui aiment les liens. Donc, vivre en lien, vivre en relation, c'est presque symbole de notre humanité. Donc, évidemment, nous cherchons des liens et des relations, nous ne pouvons pas vivre sans. Après, il y a comment je vis en relation sans chercher la fusion. La fusion, c'est pas être en relation, c'est un autre état. Et il y a beaucoup de personnes qui aussi cherchent cet état fusionnel ou une relation qui comble leur propre solitude. Donc, la reconnaissance, la recherche de la reconnaissance, la recherche de la valorisation, la recherche des compliments, des résultats, peut combler un état de solitude que nous ne souhaitons pas nous avouer parce que, il nous met en contact avec la réalité de la vie qui est notre vie est une vie de solitude, dans le sens ontologique du terme. Ça nous met en contact avec ce que nous souhaitons pas voir ou que nous voulons fuir. Je me dis de temps en temps, ça fait 15 ans que mon partenaire a décédé, je pourrais dire depuis 15 ans je vis seule. Dans le sens, pas en partenariat, pas dans une relation amoureuse, dans des amitiés très importantes, mais certaines de mes amies me disent en permanence, en fait, t'es seule. Alors, me battre à leur expliquer, j'ai l'air d'être seule, mais je le suis pas, c'est compliqué. Ça fait une douleur aussi, ça peut me rendre triste par moments parce que la solitude me permet pas de partager ce que je vis, ne pas donner l'élan d'échange pour vivre des choses en échange, mais c'est quand même important que nous regardons ça en face. Sinon, je peux me raconter une autre histoire qui est ma solitude n'existe pas, je suis avec mes clients, je fais plein de choses, j'ai mes enfants, j'ai des amis. La réalité, c'est que c'est vrai. Et même si j'aime pas l'expression et en même temps, à la base, c'est à accepter, comme disent d'ailleurs les philosophes existentialistes, nous vivons notre vie seuls. Personne peut faire ou peut avoir mal aux dents à ma place. C'est moi. D'où la grande question, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et ça aussi, c'est une question qui nous met en lien avec notre solitude. Parce que nous sommes obligés de choisir notre vie, de donner un destin à notre vie, et ça se fait pas uniquement parce que les autres nous disent quoi faire. Alors Sabine, je te propose maintenant certaines citations issues du chapitre de ton livre qui m'ont marqué, qui seront peut-être l'occasion d'approfondir le thème de cet épisode. Alors la première citation est la suivante. La solitude est l'espace où l'on se rencontre vraiment, au-delà des attentes et des rôles. Oui, c'est intéressant. En tout cas, j'invite à imaginer que la solitude n'est pas un état, pas une sensation, mais un espace, tout simplement. Et si c'est un espace, qu'est-ce qui se passe
quand nous allons visiter cet espace-là. Et la meilleure chose que j'ai trouvée, c'est imaginer cet espace comme une rencontre de soi à soi, où nous avons parfois peur de nous regarder tels que nous sommes, mais cet espace est aussi un grand espace de liberté parce qu'effectivement, nous sommes libres de tout ce qu'on nous dit, des étiquettes, des choses que je veux imaginer. Je peux me rencontrer autrement. Je peux réinventer ma relation à moi-même. Je peux me dire, j'ai un sujet ou un problème de confiance en soi, mais dans la solitude, est-ce que c'est intéressant de poser cette question? Plutôt, c'est intéressant de se dire, dans cet espace de solitude, la confiance en soi n'est pas le sujet. Le sujet, c'est être en lien avec ce que je vis à ce moment-là. C'est quoi la sensation que je vis dans une question de confiance en moi? Où est-ce que ça loge dans le corps? Qu'est-ce que ça veut me dire? Et ça n'est que dans un espace de solitude où nous pouvons le faire. Nous pouvons aussi le faire avec des amis parfois ou avec des coachs. Et dans ce cas-là, c'est quoi le rôle du coach? Est-ce que nous sommes là pour aider l'autre à réfléchir ou est-ce que nous devons juste être le garant de l'espace de solitude où l'autre puisse se voir, se rencontrer et peut-être notre véritable valeur ajoutée, c'est pas faire, c'est pas questionner, c'est donner de la noblesse à la solitude, aimer voir nos clients en solitude. Avec cette idée-là, c'est quand nous créons en lien avec la solitude, des nouvelles choses et peut-être même des surprises ou des mystères vont apparaître. Mais ça n'est possible qu'en solitude. Ça n'est pas possible qu'en étant actif en groupe tout le temps. Oui, ce que ça dit aussi en sous-jacent, c'est que au-delà des apparences, qui suis-je réellement quand je suis face à moi-même ou avec moi-même? Oui. Qui suis-je face à moi et qui est moi, en fait? Ce que j'adore dans cette idée-là, c'est nous voyons bien que nous avons des dialogues intérieurs, mais la question, c'est toujours qui parle à qui? Qui dit j'ai un problème de confiance en soi? Et qui est la partie qui écoute ça? Donc, rien que ça, je trouve ça très intéressant. Donc, évidemment, je pourrais dire ma solitude est très peuplée parce que j'ai plein de parties des facettes de mon personnage qui apparaissent. La question de fond, c'est quel est le regard que je m'apporte quand je me découvre seule? Est-ce que je me juge? Est-ce que je pense que je peux être mieux? Est-ce que je regarde comme mes défauts? Est-ce que je m'aime pour ce que j'ai fait ou pour ce que je suis? Et quelle est la place que je donne à la vulnérabilité, à la fragilité que j'ai aussi en moi? Est-ce que je me l'avoue? Et si je me l'avoue, est-ce que je me l'avoue comme un trait d'imperfection ou je me l'avoue comme « Ah, voilà un trait d'humanité que j'ai ». Ça, c'est des questions qui sont intéressantes à regarder en solitude. Et le plus grand défi, je pense, en tout cas, que j'ai découvert pour moi et d'autres qui, quelque part, apprécient d'être en solitude, c'est ne pas partager tout ce que nous avons vécu en solitude. Comme c'est très riche, nous voulons partager. J'ai compris ceci, j'ai découvert de cela. Et en fait, la solitude a quelque chose comme un écho. Ça dure un peu plus longtemps et plus nous arrivons à respecter ce côté de solitude et de silence qui va avec, plus la richesse va émerger. Pour donner un exemple, je l'ai mentionné probablement aussi, mais je suis arrivée à l'opéra, comme vous savez, j'adore l'opéra, et à un moment, c'est Kaufmann, donc un chanteur allemand, Jonas Kaufmann, qui a chanté, et a chanté à un moment très important, pas facile à chanter, mais comment on sait qu'un chanteur est en solitude sur scène, tout en étant en lien avec le public, et comment nous allons savourer ça? En opéra, en tout cas, aussi dans la musique, nous le voyons parce que quand il a fini, il y a 1, 2, 3, 4 secondes de silence, sans applaudissement. L'applaudissement vient après une période de silence et de solitude où nous sommes tous face à nos sensations, où le chanteur est face à « j'ai fini », et le plus grand respect que nous pouvons avoir, c'est respecter ce moment de solitude et de silence avant de réapplaudir. Donc, ça nous montre que la solitude rayonne, en fait, quand elle est habitée. Donc, et un chanteur d'opéra, en tout cas, me montre la solitude habitée. Et en fait, en solitude habitée, les relations peuvent se créer. Et ça, c'est le secret de la solitude. Alors, une autre citation qui m'a marqué, c'est la suivante.
Comme le papillon, nous devons parfois nous isoler pour émerger avec des ailes nouvelles. Oui, ça c'est une phrase, une citation, comme tu dis, qui peut me tenter à parler du papillon comme symbole de la transformation, comme nous l'avons entendu plusieurs fois dans le micro-trottoir. En revanche, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que le papillon est plutôt symbole de l'éphémère, il est symbole de fugacité et de beauté de vie qui apparaît, qui disparaît. Effectivement, le papillon peut changer de couleur. Il peut changer de la taille. Il peut complètement être un caméléon avec son environnement. Et c'est vrai, parfois, il a l'air de disparaître et il revient, soi-disant, avec des ailes renouvelées. C'est vrai, mais ça veut juste dire que c'est aussi un grand animal d'adaptation, quelque chose ou un animal qui nous montre la beauté des ailes renouvelées, qui nous invite à renouveler nos propres ailes, qui nous invite à montrer la beauté de nos ailes. Donc, oui, il disparaît. Mais quand il disparaît, en fait, j'observe les enfants. Quand ils regardent les papillons, ma chienne, quand elle regarde les papillons, en fait, c'est fascinant. Ils regardent le papillon, ils disent « Oh, papillon !» Le papillon disparaît, mais le regard continue à chercher le papillon. Et quand il revient, très souvent, j'ai entendu les enfants qui disent « Ah, il a changé de couleur ». Il a changé de couleur parce que peut-être il y avait de l'ombre et de la lumière, mais en fait, nous avons cette capacité à disparaître et réapparaître avec des ailes différentes. Et le lien avec le coaching ou aussi le leadership, c'est que chaque fois que nous revoyons notre client, je pars sur le principe qu'il a des nouveaux ailes. Il n'est pas le papillon que j'ai vu la séance avant. Peut-être tous les problèmes, toutes les idées, toutes les questions n'ont plus de sens parce qu'en fait, c'est quelqu'un d'autre. La vie a fait qu'il a changé. Une réunion a fait qu'il a changé. Il a été promu, dirigeant ou pas. Donc, comment nous pouvons intégrer cette idée de toujours revoir nos clients et nous-mêmes avec des ailes différentes, presque de jour en jour, ce qui nous oblige de lâcher toutes nos croyances, qui nous oblige de lâcher les histoires quand nous nous rencontrons. Et le papillon nous invite à ça tout simplement par sa beauté, sa présence et sa fugacité. Et c'est pour ça que j'aime bien cette idée du papillon qui disparaît et qui revient. Mais peut-être nous avons besoin de disparaître dans ce que nous croyons être pour pouvoir réapparaître autrement. Genau. Genau. J'aime bien que tu m'encourages de temps en temps avec des mots allemands. Ça me met moins en solitude, David. En t'écoutant, je me disais aussi, il y a la notion d'éphémère, c'est-à-dire la beauté, la beauté des ailes d'un papillon en général, elle est effectivement très très grande, mais elle est également éphémère. Potentiellement, la vie d'un papillon, ça peut être quelques heures, quelques jours, quelques semaines tout au plus. Ouais. L'idée, c'est quoi apprécier l'éphémère. En fait, ça nous travaille beaucoup parce que c'est la question du non-attachement. C'est l'idée de je veux pas bâtir quelque chose pour l'éternité. Ça veut dire accepter en fait que notre vie fondamentalement sur Terre est très éphémère. Si nous regardons l'histoire de l'humanité, une vie est très éphémère. Et ça peut être stressant. Comment je vis ma vie sans gâchis et en même temps, ça, on peut le nier. Disons, j'ai une éternité devant moi. Et en même temps, ça peut nous inviter à dire, vu l'éphémère de notre vie, comment je veux le vivre? Quelle est l'expérience de cette partie éphémère que je veux faire? Et je trouve que c'est des questions qui sont intéressantes parce que quand nous voyons le temps éphémère d'un dirigeant, il reste rarement des années, ça, c'est relativement éphémère dans une carrière. Qu'est-ce que nous faisons avec cette notion d'éphémère? Quelle est l'importance que nous donnons à cette notion d'éphémère? Moi, je n'ai pas de réponse à donner. Par contre, je trouve que c'est fascinant à se questionner et à se laisser questionner par la notion d'éphémère. Comme c'est éphémère, le temps est précieux. Le temps est très précieux. Le temps nous est accordé. Nous pouvons être en relation avec le temps parce qu'il y a le temps qui se déroule, mais aussi la notion du temps de kairos, qui est le moment opportun qui nous est offert et notre capacité de saisir ou pas. Mais si nous vivons plus dans une question d'éphémère, de impermanence, des moments de beauté, tous les moments possibles et tous les jours, kairos va se présenter.
peut-être dernière citation qui m'a marqué, en tout cas dans le chapitre de ton livre, c'est la suivante. La solitude n'est pas un vide à combler, mais un espace à habiter. Oui, ça je disais déjà tout à l'heure, la vraie question pourrait être comment nous prenons soin de la solitude de l'autre sans vouloir combler cette solitude. Et ça, c'est une vraie posture en coaching, même en leadership, qui est comment je suis habité par ma propre solitude, comme je le disais un peu avant. Et deuxièmement, comment ne pas combler la solitude qui nous est donnée et partagée par nos clients. Car quand nous sommes en questionnement, quand nous posons la question de la transformation, finalement, nous sommes en lien avec notre solitude, parce que c'est de là émergent ces questions-là. Mais avons-nous, autant que coach ou dirigeant, l'élan pour sauver l'autre, pour vouloir le rassurer dans sa solitude, pour pouvoir dire le contraire? Tout ça, c'est soit la fuir, soit combler. Mais la vraie question, c'est comment nous pouvons être ensemble, chacun dans sa solitude. De là, à mon avis, naît la véritable rencontre. Simplement, ça n'est pas si facile que ça d'y arriver. Ça nécessite effectivement aussi du temps seul. Sinon, nous ne pouvons pas l'espérer, nous ne pouvons pas l'habiter. En tout cas, moi j'ai apprécié, quand j'étais habité ma solitude dans la mer du Nord, le phoque est arrivé. Si j'étais pas habité ma solitude, mais en train de combler avec des pensées, avec des idées, des espoirs, je sais pas, le phoque sera probablement arrivé quand même, mais en tout cas, ça aurait été pas la même expérience. Je crois vraiment, j'ai cette capacité d'habiter ma solitude qui permet en fait à beaucoup de gens d'être ou de découvrir ce qu'ils veulent être. Mais s'il y a une telle tendance à vouloir combler cette solitude, peut-être rappelons-le, il y a aussi cette angoisse existentielle de la solitude. Oui. Pas facile de la regarder en face, cette angoisse. Facile ou pas facile, nous avons intérêt à le faire quand même, parce que sinon, c'est peut-être aussi fort probable que nous allons passer à côté d'une partie de notre vie qui ne peut se révéler une fois qu'on a eu le courage de la regarder. Non seulement le courage de la regarder, donc dépasser notre angoisse, mais surtout découvrir que notre idée de la solitude, la plupart du temps, est pas la bonne. Encore une fois, quand je suis seule avec moi-même, je suis pas seule parce que je suis avec moi-même. Donc cette solitude-là, elle m'a effrayée pendant très très longtemps. Je peux être effrayée par mes clients qui d'un seul coup me partagent leur solitude parce que je vois en moi un élan de vouloir les aider, de vouloir combler, de vouloir leur permettre de le vivre bien. La question, c'est la solitude est une contrainte existentielle. Irving Yalom l'a très très bien expliqué dans ses livres. Donc nous avons intérêt à apprivoiser cette solitude-là, y compris avec l'angoisse, de se donner le courage, peut-être pas d'un seul coup de voir ou de vivre un gouffre d'angoisse et de solitude, mais chaque jour un peu. Savourer les moments tout seul, je sais pas, à la place des Vosges, dans un café, à dire voilà, je suis seul ici et ma vie va bien. Et de regarder ce qui est possible à partir de cet endroit-là. Oui, mais c'est une angoisse, comme tu le dis, elle fait partie des véritables angoisses humaines. À vouloir la combler tout le temps, je pense que l'angoisse en fait augmente. À vouloir la nier, elle augmente. Et il y aura des événements dans notre vie où elle va de toute façon se révéler à nous. Je trouve que c'est plus intéressant de faire le premier pas. Alors c'est bien parce que tu me fais une transition parfaite pour la suite. Comment, Sabine, tu as appris à transformer ta propre solitude en un espace de force, de créativité, de ressources au fond? Est-ce que ça a été un chemin facile, cette transformation? Alors, non, ça n'a pas été une transformation facile. En revanche, c'est une question que je me pose par moment encore aujourd'hui. Est-ce que ça a été vraiment un chemin? La réalité est, là où j'ai grandi dans un petit village, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Il n'y avait pas beaucoup de copines, comme on dit, avec lesquelles j'ai pu faire des choses. Donc, en fait, j'étais dans un espace de solitude. Donc, en fait, c'est presque mon état naturel. Et la solitude, parce que tout simplement, ma vie a commencé avec très peu de contact. Ce qui explique plus tout mon chemin que j'ai dû faire pour être en relation et qui est presque plus important que réapprivoiser, savourer la solitude parce que pour moi c'est normal.
après de c'est normal, j'en souffre à c'est normal, j'en profite, ça c'était un chemin pas forcément douloureux, mais plutôt conscient, en acceptant de lâcher mon idée que la solitude est forcément difficile, forcément angoissante, forcément un état à fuir. Mais de voir que ça peut être plein de bénéfices, c'est de là où je peux agir. Ça, c'est un chemin, je pense, qui s'est fait sur les dernières années. C'est 25 ans de supervision, c'est 20 ans de thérapie, c'est des stages, c'est tout ce que j'ai pu faire avec l'idée que la réalité de ma vie aujourd'hui est que depuis que je suis à Paris, depuis que je suis à Garches, en fait, je vis seule avec moi-même dans un appartement. Donc, à force de vivre seule, j'avais deux possibilités, soit c'est pleurer tous les soirs en disant personne m'aime, je suis seule, personne m'aime, ce qui m'est arrivé, ou à un moment dire pour l'instant c'est comme ça, profitons-en. Et c'est aujourd'hui presque le paradoxe, c'est que j'ai peur de perdre la solitude. C'est que là je suis arrivée à qu'est-ce que ça sera partager ma vie avec quelqu'un où en fait j'aurai plus assez de solitude. Donc c'est des nouvelles questions qui viennent avec un chemin de solitude, mais qui explique aussi pourquoi j'interviens même dans les coachings d'organisation plutôt seule qu'à plusieurs, parce que je me sens presque plus libre dans mon état intérieur de solitude que à coordonner tout et intervenir en collectif. Le chemin était long, mais je l'encourage. Et aujourd'hui, l'avantage que je peux avoir, c'est que je peux accélérer le chemin des autres, vu que j'ai mis beaucoup de temps. Parfois, je permets aux autres de l'accélérer, qui n'est rien d'autre que se rencontrer à nouveau. Alors Sabine, quels conseils tu pourrais donner aux leaders, aux coachs, ou en tout cas à toute personne qui écoute cet épisode pour peut-être naviguer plus tranquillement dans les moments de solitude professionnelle? Premier conseil que je peux donner, c'est voir la solitude comme une amie et non pas comme un problème à résoudre. Ne pas charger la notion de solitude avec tout un tas de problèmes. La solitude du dirigeant est compliquée, vivre seul c'est compliqué, personne partage mes idées, c'est compliqué. C'est en fait investir l'état de solitude non pas comme un problème, mais comme un espace à explorer et vivre ça chaque jour, y compris pour un dirigeant qui vit avec cette solitude parce qu'il sait que certaines décisions, même si c'est porté collectivement, il doit les prendre seul. C'est personne qui va prendre cette décision à sa place. Donc c'est une donnée existentielle, c'est pas une option, c'est pas une possibilité, c'est pas un choix, c'est une donnée existentielle, c'est une contrainte existentielle. Et le meilleur conseil que je peux donner, c'est investiguer, regarder sa relation à la solitude pour voir ce que ça donne. Ça, c'est un premier conseil que je peux donner. Un deuxième conseil que je peux donner, c'est prendre 5 minutes par jour, se mettre dans son appartement à un endroit, un café, jardin, et ne rien faire. Respirer et ne rien faire. Respirer, ne rien faire et voir la vie qui se dévoile quand nous sommes ancrés dans un état de solitude. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent et je considère que la plupart du temps, c'est ressourçant si nous n'avons pas peur de voir la solitude comme un problème. Ça, c'est pour ça l'étape 1, ça c'est l'étape 2. Et puis l'étape 3, c'est aussi ce que j'ai conseillé à certains de mes clients, à un moment aussi à mes enfants qui avaient peur de la solitude. Donc je leur ai proposé de faire l'approche paradoxale, c'est-à-dire pendant toute une journée, une semaine, faire tout ce que vous pouvez faire pour ne pas vous trouver seul. Cherchez en permanence quelque chose, un bruit, quelque chose à faire, à lire, une personne, à téléphoner, à regarder la télé, regarder une série, mais surtout, pas vous trouver seul, fuir la solitude. La plupart du temps, les personnes arrivent en disant « Ah, j'ai besoin d'un peu de solitude ». C'est se reconnecter dans la sensation du besoin d'avoir de la solitude. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'à partir de là, nous pouvons construire. Nous sommes dans la construction, dans le fait que nous pouvons cultiver et apprécier et non plus pour comprendre, pour débloquer, pour apprivoiser, pour guérir. La solitude n'est jamais à guérir, elle est à conquérir.
Dans quelle mesure la solitude est-elle un passage obligé pour embrasser pleinement son rôle de leader ou son rôle de professionnel de l'accompagnement? Alors, ce qui est sûr, que c'est un passage absolument obligé pour chaque leader, pour chaque coach et d'ailleurs pour chaque personne qui a envie de donner un sens particulier à sa vie ou de devenir qui il est ou qui elle est. Comme la solitude est existentielle, croire qu'elle n'existe pas, en fait, nous freine dans notre chemin de déploiement, dans notre chemin de rayonnement. Un leader qui ne peut pas être seul ou qui a peur d'être seul va prendre des décisions éventuellement pour plaire, éventuellement pour pas créer des vagues, éventuellement pour se rassurer qu'il est bien apprécié. Et en fait, sa capacité à prendre des décisions sera faussée s'il ne peut pas être ancré dans une solitude. Un dirigeant qui finalement a été déchu de sa posture de dirigeant passe obligatoirement dans un grand moment de solitude, se pose véritablement la question qu'est-ce que j'ai fait ou j'ai pas bien fait. Mais quand quelqu'un est bien ancré dans la solitude, il va trouver un autre projet. Quand nous ne sommes pas ancrés dans la solitude, trouver un autre projet, trouver le prochain élan est très compliqué parce que c'est comme si nous voulons passer de A à B sans savoir ce qu'est B, sans savoir où on doit aller parce qu'il y a automatiquement un moment, un arrêt. Et cet arrêt-là peut être un bel arrêt de solitude, donc de papillon, de retrouver ses ailes, de retrouver sa force, retrouver son élan, son vol. C'est ça la solitude du papillon. Il se repose dans sa solitude pour réémerger. C'est presque plus phénix qui renaît de ses cendres que le papillon qui s'arrête à papillonner pendant une seconde. Par contre, phénix et papillon, ils ont en commun deux choses, c'est que la beauté qu'ils peuvent offrir au monde de leur propre transformation. Et c'est ça qui est intéressant et obligatoirement nécessaire et un passage incontournable pour chaque dirigeant qui veut avoir un impact. Comment tu différencies, Sabine, la solitude choisie de l'isolement social subi? Et comment tu accompagnes cette nuance chez les autres et notamment avec tes clients? Oui, la solitude n'est pas l'isolement. Pour m'aider à le comprendre ou à me rappeler de la différence, la solitude est une forme d'état, un espace, comme j'ai dit, où finalement je suis pas seule. L'isolement, je le sens plus comme une façon de sentir qu'on est coupé de toutes les relations et du lien et de la vie. C'est-à-dire la solitude nous met en lien, l'isolement nous coupe des liens. Donc ça veut dire je sors plus, j'ai plus de relation avec moi et donc comme ça je peux pas avoir de la relation avec les autres. Je m'isole ou je suis isolée parce que trop de choses me sont octroyées par l'environnement. Donc ce qu'on appelle les jeunes parfois qui se mettent en isolement, juste être en relation avec leur écran parce que là il y a encore une relation, mais toute approche relationnelle est compliquée et on veut l'éviter de peur, d'angoisse, de tout ce qui peut habiter une problématique relationnelle. Mais l'isolement est dangereux. Moi, je pense que l'isolement peut mener à la dépression, peut mener à la dévalorisation, peut mener à être perdu vraiment dans sa vie. Or, la solitude, c'est plutôt qui nous rapproche de la vie. La solitude rapproche de nous, rapproche de notre imaginaire. L'isolement nous isole de nous-mêmes. La solitude nous rapproche. Donc, je fais une grande attention quand les personnes me parlent sur est-ce que je ressens plus un état de solitude, un espace d'exploration ou une sorte de fermeté relationnelle qui me permet plus de rentrer en contact avec l'autre. Et ça, je fais très attention et quand je sens de l'isolement, en tout cas, j'ouvre la question de comment l'autre se sent en étant seul, isolé, la peur qu'il vit. Parce que pour moi, c'est anti-vie. La vie, c'est lien, la vie est relation. S'isoler, c'est ne plus être en lien. Et d'abord, en lien avec soi-même. La solitude, souvent, c'est passagère. La solitude, c'est une donnée existentielle, mais il y en a d'autres. Donc, qui veut dire donnée existentielle, veut dire que ça dure pas. Par contre, un isolement, ça peut durer. J'ai une amie qui est juge et doit parfois prendre la décision de mettre les gens en isolement. Nous disons pas qu'on les met en solitude.
On les met en isolement pour tout un tas de choses, pour les protéger d'eux-mêmes, pour protéger les autres d'eux-mêmes, mais on ne dit pas on les met en solitude. C'est vraiment dans les nuances et c'est une sorte d'intérêt à la question qui peut tout simplement s'opérer quand nous acceptons que nous aussi, nous sommes habités par la solitude. Qu'est-ce que révèle selon toi, Sabine, notre capacité à vivre pleinement la solitude, de notre lien à nous-mêmes et de notre capacité à accompagner les autres, et notamment nos clients? Comme je le disais, les personnes qui sont à l'aise à être seules avec eux-mêmes sont les meilleures personnes pour accompagner. Parce que, en fait, quand nous sommes capables d'être seuls, y compris face à un client ou un leader, en fait, nous donnons toute la place à l'autre. Nous pouvons vivre avec la solitude de pas comprendre l'autre, avec la solitude de j'ai aucune idée comment l'accompagner, la solitude avec je pense que nous sommes bloqués dans l'accompagnement. En fait, c'est des moments de solitude parce que nous nous les disons à nous. Si nous sommes à l'aise dans cet espace de dialogue intérieur, alors de là peut naître, soit je partage à mon client que je sens que nous sommes un peu bloqués, je peux le partager et je peux rencontrer l'autre dans sa propre solitude. J'ai pas besoin de vouloir qu'il la trouve la solution. C'est d'abord regardant ce qui est possible quand nous sommes seuls avec notre question. Donc, si autant que coach, nous ne sommes pas capables à aimer notre solitude, notre capacité à accompagner est réduite. Elle ne peut pas aller plus loin de notre espace de solitude intérieure. Et il n'y a rien de plus beau de pouvoir accompagner l'autre dans sa solitude sans vouloir la combler. En tout cas, ce que me disent mes clients, ce que disent mes coachs en supervision, et ça nécessite de aimer voir l'autre dans la solitude, donc de s'aimer voir en solitude. Quelles sont les différentes facettes de la solitude que tu explores en accompagnement avec tes clients ou tes clientes? Est-ce qu'il y a des facettes sur lesquelles tu es plus attentif que d'autres, par exemple? C'est sûr que je suis un peu moins attentif sur la solitude et mon problème. Je suis plus intéressée à développer la joie de la solitude de la joie. Parce que là, nous avons parlé de la solitude existentielle, la solitude dirigeante, mais moi, je vis souvent quelque chose que j'appelle la solitude de la joie. C'est-à-dire, j'ai une joie de vivre, j'ai une envie de vivre ma vie, et souvent, je me sens seule à être en joie. C'est-à-dire, il y a tellement de personnes qui ont envie de partager des problèmes, des difficultés, que presque d'arriver en joie, c'est un affront pour certains. Donc, qui me rend en mon espace de solitude. Je peux comprendre qu'un dirigeant qui est en pleine joie de vivre, qui arriverait tous les jours et en lui posant la question comment ça va et il répond moi ça va bien, je suis en joie, je pense qu'il va vraiment sentir la solitude qui est une forme d'exclusion parce que je vais bien. Donc ça c'est une facette que j'ai vraiment abordée avec mes clients, en quoi la joie peut nous rendre en espace de solitude. Il y a une autre facette qui est intervenir seul ou à plusieurs pour accompagner une organisation. J'aime bien aborder cette question-là. J'aime bien regarder la question de c'est quoi les moments de solitude du coach face à son dirigeant, notamment en équipe où il nous appartient à certains moments de prendre des décisions, si ce n'est que sur le process, la dynamique et autre chose, et nous vivons ce moment seul. C'est-à-dire, quelque part, même si nous discutons avec nos clients, à un moment, c'est à nous de dire, voilà, on va plutôt par là, pour faire travailler nos clients, pour les faire avancer, pour même discuter et pour donner des possibilités. Mais il y a des moments où je me sens quand même seule avec les clients ou face aux clients. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facette? Il y a la solitude comme prise de risque, de courage. Il y a la solitude comme question de fragilité ou de vulnérabilité. Actuellement, en géopolitique, c'est très intéressant, ce qui se passe en Europe. Est-ce que c'est maintenant que l'Europe se réveille et dépasse la solitude des États de l'Europe? Est-ce que c'est un état de solitude qui est vécu vu que nous sommes coupés ou qu'on risque d'être coupés de quelques relations? Donc, la solitude, en fait, elle est partout. Elle peut être une richesse partout. Et moi, j'aime bien faire des thèmes par semaine, par mois. La plupart des personnes qui écoutent régulièrement, ils savent que j'aime des thèmes par semaine. Donc, faire un thème de, le printemps de la solitude pourrait être intéressant pour juste se familiariser avec. C'est pas pour résoudre le problème. Donc, c'est ça, j'essaie de voir comme différentes facettes aussi.
Est-ce que ça t'arrive parfois de parler avec tes clients des qualités essentielles, des moments de vie essentiels qui peuvent n'être vécus que en état de solitude? Et donc utiles pour leur développement, pour leur vie professionnelle, peut-être pour leur ouvrir les yeux sur la nécessité de temps à autre à vivre pleinement leur solitude. Souvent, je dis, j'ai la chance de rencontrer des super dirigeants, que j'appelle des très bons dirigeants, mais en fait, comme j'ai beaucoup de respect pour les dirigeants, ça m'est facile de voir la beauté du dirigeant. Quand nous discutons de ces questions-là, en fait, le sujet de la solitude n'est pas vraiment un sujet pour eux, parce qu'ils savent que les décisions les plus importantes du business et de leur vie, ils ont pris seuls, souvent forgés par les expériences de vie, d'un décès, d'une maladie, d'une grande décision à prendre, où ils se sont rendus compte que c'est en solitude, ils ont trouvé la force de prendre telle et telle décision. Donc, les écouter sur leurs expériences de vie, qui très souvent, si nous écoutons bien, ont une sorte de parfum de solitude, nous permet de voir que ils peuvent le faire, ils savent le faire, et parfois, ils savent le faire bien mieux que moi. Quand je vois ce que certaines décisions doivent prendre comme décision dans des situations très complexes, très compliquées, très sous stress, ce qu'ils savent faire, je suis persuadée que seul leur état de solitude leur permet ça. Car sinon, c'est trop d'infos, trop de relations, trop d'enjeux, trop de demandes, trop d'avis. Ils se retirent en eux-mêmes pour sortir quelque chose qui leur permet juste et actualisable et discutable peut-être, mais en tout cas, ils prennent leur élan en solitude, incarné. Et bien vécu. Et bien vécu. En fait, c'est rare que les dirigeants se plaignent de leur solitude parce qu'ils savent que ça fait partie de la responsabilité. Ce qu'ils recherchent, c'est plutôt comment, en acceptant que je vais être en solitude par la responsabilité même de ma fonction, quelle va être ma capacité à maintenir des liens importants. Donc, ils ont un peu plus peur de l'isolement, de paraître toujours celui à qui on ne peut pas dire quelque chose, donc couper des liens, que peur de la solitude. La solitude, ils savent. L'isolement du dirigeant qui n'arrive plus à obtenir de ses N-1 des véritables prises de parole, qui se retire parce qu'il veut pas charger trop ou protéger des gens de stress, ce qui est noble comme action, mais peut générer cette sensation d'être isolé, pas d'être seul. Et ça, c'est pas la même chose parce que du coup, ce qu'il est important à explorer avec les dirigeants et les managers, c'est leur capacité à revenir en relation avec eux-mêmes et avec les autres. Donc c'est un autre sujet. C'est pas le sujet de la solitude. J'ai mis longtemps à le comprendre et on peut discuter. Il y a probablement beaucoup d'avis différents. Mais si j'avais à dire, c'est que les dirigeants n'ont pas forcément un sujet de solitude, mais un sujet de danger d'isolement. Est-ce qu'il y a des pratiques qui, toi, t'aident à être pleinement en solitude? C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, la méditation, l'art, la peinture, le fait de marcher, ou tout à l'heure tu disais être assis dans un café, enfin, et juste respirer et regarder ce qui t'entoure. Est-ce qu'il y a des pratiques qui t'aident à bien vivre les moments de solitude, les espaces de solitude? Je m'entraîne, et vraiment je dis je m'entraîne et je continue à m'entraîner à réduire de plus en plus ce que je fais avec le temps que j'ai quand je suis seule avec moi-même. Et c'est vraiment pas facile parce que j'aurais tendance à être créative, j'adore les séries, donc regarder une série, j'adore être créatif, imaginaire, imaginer des choses, mais en fait tout ça, c'est pas être seul avec soi-même, c'est juste se voir en action avec soi-même. Réduire tout ça en disant oui, là t'es créative, arrête et respire. Là, tu commences à imaginer des possibilités, arrête et respire. C'est en fait un travail de renoncement bienveillant qui est presque la méditation active. C'est-à-dire, je constate mes pensées et mes actions et mes idées et je les laisse comme le papillon partir. Donc, je reviens sur le papillon. Moi, le papillon, c'est quand je me rends compte que je comble, je laisse partir le papillon avec les idées. Quand je vois que je presque m'encombre avec mes propres idées, le papillon, il va partir avec les idées. Donc, le papillon est pas juste le titre. Le papillon est aussi un outil, c'est-à-dire il s'envole avec pour rester à nouveau un peu plus libre, un peu plus, empty, vide, un peu plus avec soi. La solitude, c'est donc un allié?
c'est le allié que nous pouvons avoir. C'est pour ça que je disais c'est une amie pour explorer les facettes de notre vie. Et de temps en temps, c'est un cauchemar. De temps en temps, c'est que tristesse. De temps en temps, c'est que désespoir. C'est de temps en temps, c'est ce que j'appelle des nuits obscures de notre âme où tout est noir. La solitude devient pesant. Tous les anciens croyances reviennent. Et dans ce cas-là, c'est vraiment pas la joie. Et la seule chose qui m'aide à ce moment-là, c'est par expérience, je sais que ça passe. Mais c'est par expérience, je le sais. Et donc, je me rappelle que ça aussi, ça va passer. Et ça aussi, ça va passer. Et retrouver au fur et à mesure la beauté de la solitude. Mais c'est vrai que de temps en temps, c'est pas fan. Hein. Des gens qui me rappellent quand je suis dans un moment comme ça, vraiment pas bien, en solitude noire, collant, sans espoir. Bah, mes amis, ils ont rien d'autre que m'écouter pendant 5 minutes pour que je puisse partager. Mais je sais que je suis en solitude parce que je veux pas de conseils. Je veux pas qu'on me dise, oui, t'as qu'à faire ça pour en sortir. Va écouter l'opéra parce que ça va t'aider à aller mieux. Non, c'est pas ça. La solitude a ses moments difficiles comme ses moments de joie, mais la seule chose que je ne supporte pas à ce moment-là, c'est t'as qu'à faire ceci pour aller mieux. Parce que ça veut dire, je me sens obligée de sortir de ma solitude par force. Que quelqu'un me rejoigne dans la solitude pendant un certain moment, ça me va bien, mais surtout pas qu'il essaie de la combler. Je trouve que c'est un art, en fait. C'est un don presque artistique de dessiner, de vivre, d'imaginer, de travailler la matière de la solitude. Et si nous pouvons utiliser la solitude comme une véritable matière existentielle, alors là, il y a plein de choses à explorer et c'est fantastique. Alors, quand tu m'as partagé le thème de l'épisode, la solitude du papillon, j'ai aussi pensé à un cocon. Le papillon, il se transforme, il vit dans un cocon. Est-ce que c'est important d'avoir un espace dédié pour bien vivre sa solitude et peut-être pour grandir grâce à cette solitude? Dans mon expérience de vie, je ne peux dire que oui, parce que tous ces moments-là que j'ai dû passer, qui m'ont aidé à apprivoiser ma solitude, je l'ai fait dans un premier temps grâce à l'aide des personnes qui m'ont accompagné, donc superviseurs, thérapeutes et autres. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive d'avoir des moments de solitude où j'ai besoin des personnes qui m'aident pas à en sortir, mais qui m'aident à voir ce qui se joue dans la solitude, qui me redonnent le sens de la solitude et qui me donnent une facette de la solitude que j'ai pas vue. Donc, j'ai besoin d'un peu moins des personnes qui m'aident dans les moments de solitude. En revanche, je crois être quelqu'un qui rencontre la solitude de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important et je donne plus aujourd'hui mon expérience pour accompagner. Et à ce moment-là, je revis mes solitudes parce que je la partage. Et ça me fait avancer sur mon chemin de solitude. C'est intéressant de se dire, la vie magnifique est une vie en solitude. Ça rompt quand même avec les idées qu'on se fait. Par contre, les bouddhistes, ceux qui méditent longtemps, d'autres cultures ont une autre lien à la solitude. La version japonaise, chinoise, bouddhiste et autres, quand même disent que la partie solitaire, la partie solitude, il est vraiment essentiel. Sans ça, tout le reste, c'est de l'illusion. Et ça, je trouve ça très important, c'est que sans aimer la solitude, nous pouvons être en illusion. Parce qu'en fait, tout est faux, parce que la base n'est pas habitée. Est-ce que tu aurais un exemple en tête d'un accompagnement au cours duquel, à un moment de solitude, un espace de solitude a été utile à ta cliente ou à ton client pour peut-être mieux réfléchir sur sa situation et rebondir par la suite? Il y a beaucoup d'exemples dans mon accompagnement autour de la solitude. Et en fait, je me rends compte, en faisant ce dialogue, David, que j'explore plein de moments de solitude, je ne le savais pas. Donc, tout ce que je suis en train de révisiter, c'est aussi une compréhension que, en fait, je suis assez bien dans la solitude et je le remarque pendant cet échange avec toi. Les dirigeants ou un dirigeant ou une dirigeante que j'ai accompagné, un dirigeant très intéressant, quelqu'un qui était pilote test pour Airbus. Et en fait, il m'expliquait
à ce moment-là, parce qu'il prenait beaucoup de risques, parce que être test pilote Airbus, c'est on teste les avions et leur objectif, c'est ramener l'avion. Mais on va dans les éclairs, dans les tonnerres, dans les hauteurs pour en fait tester la robustesse de l'avion. Et il me semblait dans l'accompagnement que cette personne-là, cette femme-là me disait que oui, ça m'excite beaucoup et je vais vraiment à la limite. Et je me disais, elle teste quelque chose en étant dans la limite. Vraiment dans la limite. Et donc, je lui posais la question, mais votre père ou votre mère, ils ont fait quoi? Et elle m'a répondu, mon père était pilote de test. Et lui-même, il a décédé lors d'un essai de test. En fait, à ce moment-là, elle s'est rendue compte que quelque chose se connectait. Et je dirais 3 ou 4 minutes de silence, qui est signe de solitude vécue. Elle me disait, en fait, je me rends compte que je pousse au-delà des limites parce que je crois que je vais le rencontrer là-haut. Et donc, c'est pour ça, parfois, je prends un petit risque de trop. Nous avons tous les deux fait 3 minutes de silence parce qu'à ce moment-là, elle s'est rendue compte de beaucoup de schémas qui est qu'est-ce qu'elle était prête à faire pour rencontrer. J'exclus pas qu'il y a des moments où finalement elle a cru ou elle a imaginé ou elle a vécu une rencontre avec son père, mais en tout cas, en réatterrissant de cette séance-là, beaucoup de choses ont changé. La manière de se voir, être pilote test, elle d'ailleurs, elle a arrêté quelques années après. C'est comme si le but de comprendre le pourquoi elle le faisait a été atteint. Et dans ce moment de solitude, de rencontre avec soi-même, pourquoi je le fais? Et en fait, c'est pour ça que je dis on est garant de l'espace de solitude de l'autre, parce qu'en fait, j'étais juste témoin. J'étais témoin de sa solitude, témoin de comment elle habitait sa solitude. Et une fois ça s'est révélé, c'est vrai que notre nature de coach change parce que ça n'est plus être témoin de la solitude, mais protectrice ou protecteur du papillon qui a émergé. Et à ce moment-là, c'est plus je suis dans la solitude, c'est que je protège, je amplifie, je félicite le nouveau papillon qui est arrivé pour en fait donner du courage à vivre avec cette nouvelle manière d'être. Pour moi, ça a été très révélateur et très honnêtement, chaque fois je dis ce que vivent les gens que j'ai la chance d'accompagner, c'est tellement impressionnant, tellement riche que seule la solitude permet de l'écouter. Et j'ai appris récemment avec mon coach américain, pour moi-même, qu'il y a une très grande différence entre écouter quelqu'un dans sa solitude ou recevoir les mots que j'écoute. En solitude, nous recevons les mots que nous écoutons. Quand nous ne sommes pas en solitude, nous écoutons pour faire quelque chose. Et je trouve que ça résumait très très bien cet état dans lequel j'essaie d'être quand j'accompagne et souvent aussi pour moi-même. J'y arrive pas tout le temps, mais quand même de plus en plus souvent. C'est étonnant parce qu'en t'écoutant, je me dis qu'il faudrait presque célébrer les moments de solitude, nos espaces de solitude, qui sont bien plus puissants et bien moins pénalisants que nous le pensons. Oui, ça j'aimerais bien. Célébrant les moments de solitude pour ce qu'ils sont. L'espace vivant, la reconnexion, un mémoire qui revient. Et en fait, les espaces de solitude ont la magie de pouvoir être très transformateurs. Pas parce qu'on fait, mais c'est juste parce que la solitude, comme le phoque, ça nous fait émerger quelque chose. C'est de l'habitude, c'est vrai, on peut l'aborder aussi avec beaucoup plus de légèreté. Et comme je disais, de temps en temps, c'est un peu moins léger. Mais c'est vrai que ça sera une bonne idée de faire des moments de célébration de solitude qui me donnera probablement une bonne idée pour une de mes prochaines supervisions. Alors justement, passons à des exercices pratico-pratiques que nous pourrions proposer aux auditrices et aux auditeurs pour vivre pleinement leur solitude. Oui, des petites astuces, entraînement, discipline joyeuse que je nous propose. Qu'est-ce qui peut nous aider à nous entraîner? La première, c'est 2 minutes de silence par jour. Donc, nous connaissons tous le 1 minute de silence que nous pouvons voir de temps en temps. Là, c'est 2 minutes de silence et vous choisissez ce que vous voulez. Là où vous voulez, le matin, le soir, l'après-midi, au café, pendant une balade, mais consciemment, avec cette idée, je me mets en lien avec mon espace de solitude. Et puis, c'est tout. C'est même pas à chercher ce que ça me révèle, c'est même pas à regarder ce que je vis, c'est juste le faire pour donner une discipline à votre esprit
et à votre âme et à votre corps qu'il a 2 minutes par jour où il va être en contact avec sa solitude. Deuxième idée, nous connaissons le journal créatif. Là, ça peut être intéressant de faire le journal de solitude. C'est que très régulièrement, je note les moments de solitude. Je note ce que je vis comme solitude et peut-être aussi je note ce que l'autre vit comme solitude. Ça peut nous entraîner par ailleurs à l'empathie et à la compassion. Et faire un journal de solitude, mon hypothèse, c'est plus nous vivons des moments de solitude, plus nous vivons des moments de joie et de révélation. Donc, s'entraîner à vivre, célébrer, comme nous disions tout à l'heure, la solitude peut être un journal de solitude. Pour ceux qui veulent pas écrire, ils peuvent faire un collage de solitude. Donc, chaque jour, une image et nous le collons, ou une peinture de solitude. Chaque jour, un trait. Et le trait ou l'image ou le mot vient d'une expérience que nous avons vécue, soit nous l'avons observé, soit nous l'avons regardé dans la vie. Deuxième possibilité. Et puis, j'ai aussi une troisième invitation que nous pouvons faire en groupe de supervision, mais aussi avec des amis. Je l'ai fait d'ailleurs avec des amis, qui est un partage et chacun prend 3 minutes pour partager un moment de solitude qu'il a vécu et tous les autres, en fait, écoutent avec respect et donnent de l'importance, de l'amour, de la bienveillance à cette solitude-là et voir aussi, que nous ne sommes pas seuls à vivre la solitude, ce qui est quand même très intéressant. 2, ce que ça permet comme énergie libérée si nous donnons de la place à la solitude. Et nous pouvons aussi faire un partage sur ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'ai compris et en quoi, rétroactivement, je peux dire heureusement, j'ai vécu un moment de solitude. Et c'est redonner la joie, la noblesse, l'amour au moment de solitude. Ça peut changer beaucoup de choses dans une vie et ça sera 3 belles pratiques. Et puis, ça peut être aussi très modélisant d'entendre les autres oser parler avec authenticité de leurs moments de solitude pour peut-être m'autoriser, si je suis un peu plus timide ou un peu plus mal à l'aise par rapport à ces moments de solitude, de les partager moi aussi. Oui. Sortir de la solitude, c'est aussi la partager. C'est une manière. Et c'est vrai, j'avais animé un jour un séminaire ou un programme de leadership où j'avais 1h30 d'intervention. L'objectif était faire en sorte à ce que les personnes partagent un moment vrai. Et ce que j'avais organisé, c'était des partages successifs à 2, à 4 et en groupe de 8 autour des secrets, des moments qu'ils ont vécus, qu'ils étaient les plus importants de leur vie. Et donc, ils l'ont fait d'abord à 2 pour se le confier, puis à 4 et puis à 8. Et nous avons écouté chaque histoire. Et les autres qui écoutaient, ils ont renvoyé à la personne ce qui se dégageait de la personne pendant qu'il racontait l'histoire. Les caractéristiques, les émotions et autre chose. Et en fait, la réalité, pourquoi le lien avec notre sujet de solitude, tout, absolument, tous les grands moments étaient des moments de solitude. Donc, ça a montré un feu d'artifice presque de solitude, mais toutes les personnes n'ont jamais oublié ce moment du programme, se rappellent encore aujourd'hui et ont à ce moment-là compris que ces moments-là de les partage avec un respect de la solitude vécue donnent une valeur absolument incroyable à son histoire. Alors, je te propose, Sabine, à présent de passer aux œuvres d'art que tu as choisies pour illustrer cet épisode. Et puis, évidemment, nous allons en parler et je vais te proposer des questions. Oui. Alors, Sabine, parmi les œuvres artistiques que tu as choisies, il y a d'abord un opéra qui s'appelle Madame Butterfly. Madame Butterfly, c'est un opéra de Puccini qui date de 1904 et qui raconte le destin tragique d'une jeune geisha, donc japonaise, abandonnée par un officier américain qu'elle aimait sincèrement et envie de dire follement. Entre illusion et solitude et sacrifice, elle incarne la fragilité d'un papillon pris au piège des conditionnements sociaux et culturels. Alors pourquoi ce choix d'œuvre, Sabine ? Alors d'abord parce que j'adore l'opéra. Deuxièmement parce que le chapitre s'appelle La solitude du papillon et l'opéra s'appelle Madame Butterfly. Donc spontanément je l'ai choisi pour le mot. Maintenant après, même si je suis pas fan de Puccini, c'est un opéra intéressant dans le thème que nous avons. Parce que Madame Butterfly nous propose une manière de vivre la solitude qui a sa fragilité, qui a sa beauté et qui parfois peut nous sembler être une illusion, une tragédie. Tout simplement parce que ce qui est magnifique dans cet opéra,
Non seulement c'est le thème de l'amour, en tout cas par elle, c'est le thème de l'abandon par lui, c'est le thème de devenir américaine ou pas, qu'est-ce que nous faisons pour peut-être fuir notre solitude ou pour rejoindre la personne que nous aimons. Mais elle nous montre une forme de dignité dans la solitude, parce elle s'en plaint jamais, elle continue à croire en l'amour même si elle sent qu'elle est trahie. Elle est quelque part dans la foi de l'amour que Pinkerton revient, va récupérer, même si tout son entourage lui dit c'est une illusion, il revient pas. Et même elle reste digne dans quelque part l'humiliation, l'avouement de Pinkerton qui est je viens pas pour toi. Eh bien, jusqu'à la fin, elle est fidèle à soi-même, elle habite sa solitude, elle sait ce qu'elle vit, elle n'en s'en plaint pas et moi je trouve que c'est une incarnation de ce que ça peut être l'amour en solitude, de vivre ça pleinement sa vie, d'être fidèle à soi-même, aussi en solitude et je trouve que c'est un bon exemple pour ça. Ça parle aussi des rôles invisibles, des conditionnements sociaux et culturels. À quel point, en fait, nous obéissons à ces conditionnements? Nous avons tous des conditionnements, notamment culturels, familiales, générationnels. Ça n'est jamais vraiment pas facile de s'en défaire parce que c'est le poids collectif qui est souvent beaucoup plus important qu'un poids individuel. Mais elle nous montre cette possibilité entre le Japon et les États-Unis, l'espoir que l'amour peut déplacer, transcender toutes les difficultés si on y croit. C'est cette innocence de croire que quelque chose est possible même si une autre partie de nous-mêmes ou à elle-même dit ça n'est pas possible. Eh bien, à la fin, on revient chacun dans son milieu, chacun dans sa manière de faire face à la vie, face à la décision de l'autre. Et c'est quelque part un art qu'elle nous montre qui est, je prends mes décisions, elle passe en acte, mais elle nous montre qu'on peut être digne aussi et que nous pouvons accepter la décision de l'autre en toute solitude et choisir après ce que nous en faisons. Donc moi je trouve que c'est très révélateur. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent dans l'opéra de Madame Butterfly parce que profondément il y a une partie de c'est pas juste, elle a tout donné et l'amour doit vivre et doit se concrétiser. Elle nous montre que parfois l'amour est à l'intérieur dans un état de solitude et ça va très bien aussi. Le questionnement qui vient aussi, c'est à quoi acceptons-nous de renoncer pour être aimé ou être reconnu? Oui, grande question existentielle. On pourrait faire un deuxième chapitre sur cette question-là et qui est en lien avec la solitude parce que c'est vrai, si nous renonçons à certaines choses, comme tu dis la reconnaissance ou autre chose, bien automatiquement notre espace de solitude risque de s'agrandir pendant un certain temps avant que nous allons redécouvrir ce que c'est la beauté que nous vivons aussi comme ça. Et Madame Butterfly, elle est la fragilité incarnée. Elle est cette partie de la solitude qui nous rend fragiles, qui nous rend vulnérables. Et quelque part, elle reste digne là-dedans. Donc, elle prend un risque à tomber amoureuse d'un Américain et finalement, elle vit avec les conséquences de ça. Mais dans sa vie à elle, elle a vécu sa vie et elle a vu son moment de fragilité, de butterfly et d'amour. Et l'autre question qui m'est venue, c'est évidemment comment se transformer sans se perdre. Oui. Enfin, moi, je crois que quand nous nous transformons, il est fort probable que par moment nous nous perdons. Il est fort probable que par moment nous perdons le cap, qui d'ailleurs souvent un indicateur que nous nous transformons vraiment et que nous ne sommes pas en contrôle de quelque chose. La question après, c'est comment on retrouve notre cap ou quel est le nouveau cap, le nouveau papillon qui se montre à nous et quelle est notre capacité à croire dans ce nouveau papillon. Et Madame Butterfly, en tout cas, elle croit à son amour. Elle chante merveilleusement bien. Et à la fin, elle nous dit, elle nous offre un choix d'aimer ou un choix de raisonner, de comprendre et d'abandonner l'amour qu'on a. Et je trouve que ce choix-là qu'elle nous offre est magnifique. Alors, une autre œuvre sur laquelle nous nous sommes mis d'accord pour cet épisode, c'est Morning Sun d'Edward Hopper. C'est une peinture qui date de 1952, qui représente une femme assise sur un lit dans une chambre vide et qui regarde par la fenêtre. Cette chambre et cette femme, elle est baignée par la lumière matinale et semble isolée dans une atmosphère un peu figée, silencieuse. Qu'est-ce que tu as ressenti en redécouvrant peut-être cette œuvre ?
Ce que j'ai ressenti, c'est une sorte de paradoxe en moi, c'est-à-dire la beauté d'un côté et la tristesse de l'autre. La lumière qui illumine la femme et quelque part un peu plus de sombre autour des murs et quelque part ce regard en loin, c'est, je pense, une très belle expression de la polarité qui m'a frappée dans cette œuvre-là. Et comme j'ai pris l'habitude, c'est qui suis-je dans le tableau? Est-ce que je suis la personne qui observe la femme, c'est-à-dire coach qui observe mon client dans son comportement, ou est-ce que je suis pas la femme qui regarde? Très honnêtement, j'étais plus la femme qui regarde pour plusieurs raisons. C'est la première, c'est parce que je peux être comme ça à regarder dans le loin avec un regard presque perdu, à capter ou pas ce qui se passe autour de moi, mais dans une sorte de solitude. Ça peut être le fait que je ne vois pas la lumière par moment. Donc, quand quelqu'un peut me dire, mais tu m'as marqué dans ton intervention ou ce que tu m'as vraiment permis de vivre aujourd'hui, ça a un peu mis la lumière dans ma vie. C'est comme la lumière qui tombe sur la femme et très honnêtement, souvent je le vois pas. Donc je fais partie quand même aussi de toutes ceux et celles qui parfois doutent de l'impact que je peux avoir. Donc ça m'a rappelé que parfois la lumière, en fait, on la voit pas. Elle nous met en lumière, mais on la voit pas. Et là, je voyais la femme qui regardait et ça faisait quelque chose en disant, ah oui, il y a quand même la lumière qui, elle, fait qu'elle, on la voit et son regard après. Et puis, troisièmement, cette question qui s'est reposée à moi, c'est, est-ce que c'est une illustration de la solitude ou de l'isolement? Et je pense que c'est ambigu. On peut le voir comme une belle expression de solitude, affirmer la femme dans la lumière qui regarde. Nous pouvons aussi le voir, le vivre, l'imaginer comme étant isolé du monde, que je regarde du monde de loin, mais je suis coupé de toute relation et de tout lien. Et en fait, je suis même pas face à ma solitude, mais je contacte le désespoir parce que en isolation. Donc, ça m'a attiré les deux, aussi bien la question de la solitude que l'isolement. Et c'est comme ça que c'est intéressant à apprendre à se laisser toucher par les œuvres d'art et de ce que nous voyons et pas juste observer. Le fait qu'elle regarde par la fenêtre tout en restant parfaitement immobile, alors certes c'est un tableau, mais c'est vraiment cette impression d'immobilité totale qui se dégage. Est-ce que c'est pas aussi l'illustration d'une hésitation à quitter parfois nos zones de repli? Nous pouvons dire ça comme ça peut illustrer ça. Ça peut aussi illustrer une autre facette qui est parfois nous sommes invités à nous arrêter, à rester immobiles pour retrouver la vie qui se propose à nous. Donc parfois, c'est intéressant de passer dans des moments d'immobilité qui sont pas forcément en solitude, c'est pas la question, mais où nous nous arrêtons pour rester immobiles, pour qu'en fait la vie revienne vers nous. Donc peut-être cette femme-là aussi, elle est dans ce moment-là. C'est qu'elle se pose, elle accueille la lumière, elle regarde de loin, elle est restée peut-être en lien avec tout ce qui se fait, et elle attend que la vie, comme une vague, revienne vers elle. C'est peut-être aussi intéressant de le voir comme ça et pas uniquement comme une invitation à sortir d'une zone de confort ou autre chose. Bah, parfois, nous sommes seuls dans notre zone de confort, hein. Donc, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas d'opinion sur cette peinture. J'ai pas non plus lu l'explication. Parce que je préfère moi-même vivre ce moment-là. La seule chose que je peux dire, c'est que dans les différentes œuvres que nous avons regardées ensemble, c'est toujours intéressant qu'est-ce qui fait que je choisis celui-là ou l'autre et quel est le moment du choix. J'ai choisi ce tableau-là plutôt tard le soir et peut-être le matin, j'aurais choisi autre chose. Donc ça montre bien que le moment de solitude ou de vie vont changer en fonction aussi de notre état intérieur, de la lumière ou pas. Donc, je sais pas ce qu'elle vit, je sais pas ce qu'elle a voulu faire, mais en tout cas, chaque artiste se voit un peu dans l'œuvre d'art et il doit être traversé par ces moments-là de lumière et de l'ombre et de solitude et de lien. Une autre impression qui se dégage de son tableau, en tout cas pour moi, c'était une impression de silence, de grand silence, presque méditatif. Et je me suis demandé, parce qu'on l'a pas évoqué dans cet épisode, dans quelle mesure il y avait un lien à faire entre la solitude et le silence. Est-ce que c'est bénéfique de rester en silence quand nous sommes seuls?
Question intéressante. C'est une question magnifique. Merci de me la proposer. Je suis comme les personnes du micro-trottoir qui vivent les questions quand ils émergent. Un moment de solitude, tu veux Un dire. moment de solitude, donc je le vois. Pour moi, solitude et silence font un couple. Hein. C'est-à-dire, c'est plus facile d'être en silence quand nous sommes capables d'être seuls, et l'inverse, d'être en solitude avec un moment de silence. Si la solitude est comblée par la musique, par la télé, par les jeux et les bruits, ben c'est moins un moment de solitude. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi ici à la Bastille, il y a du bruit. Quand nous sommes en train d'enregistrer, parfois nous devons arrêter parce qu'il y a les pimpons qui passent. Ou ta chienne. Ou ma chienne qui aboie, qui est là quand même tout le temps. Et c'est pas la même chose qu'être sur une plage. Et même là, il y a le bruit, il y a les vagues, il y a les mouettes. En fait, c'est très compliqué de se retirer complètement du bruit pour être dans un silence parce que la nature elle-même, elle est pleine de bruit. Ce qu'il est en tout cas très important, c'est arrêter les bruits les plus quotidiens que nous pouvons avoir, c'est-à-dire la télé, la radio, les conversations tout le temps. Le silence aide et cette femme-là aide à nous faire comprendre que le silence fait partie de la solitude et que même c'est un ingrédient qui peut engendrer la solitude et la rendre plus intéressante à vivre. La vraie question, c'est quand tout est silencieux, qu'est-ce qui fait du bruit ? Quand tout est silencieux autour de nous, qu'est-ce qui fait du bruit? Est-ce que c'est notre esprit? Est-ce que c'est des bruits de l'extérieur? Est-ce que c'est notre respiration? Est-ce que c'est autre chose? Mais il y a toujours quelque part un bruit. Donc, se poser la question, qu'est-ce qui est entendable quand tout est silencieux? Ça, c'est une bonne question pour la solitude. Et dernière œuvre sur laquelle nous sommes mis d'accord, c'est un film de Sean Penn datant de 2007, intitulé Into the Wild. Alors c'est l'adaptation d'un livre qui retrace la vie d'un jeune homme prénommé Christopher et notamment sa quête de liberté, puisqu'il abandonne tout pour vivre en solitaire dans la nature sauvage de l'Alaska. Donc loin de tous aussi, hein. Et c'est un film culte sur la radicalité de la liberté, la solitude comme chemin vers soi et évidemment les limites de cet idéalisme puisque la fin est tragique. Il consomme à un moment donné une herbe qui s'avère être un poison et il meurt seul. Est-ce que tu te souviens avoir vu ce film, Sabine? Oui, je me souviens au début, quand tu me l'as proposé, je savais pas du tout de quoi il s'agissait. Je me suis souvenu que j'ai vu ce film il y a bien et que j'ai pas du tout aimé. Dans un premier temps, j'ai pas du tout aimé ce film, ce qui, à mon avis, révèle qu'à l'époque, j'étais pas du tout à l'aise avec la solitude. Parce que ce film-là le met quand même radicalement en valeur. Après, je me rappelle du film et je me rappelle principalement ce que j'ai vécu ou ce que j'ai ressenti, qui était que la personne était très courageuse, faisait un choix de destin de vie à la recherche de la liberté. Et pour retrouver la liberté, il a choisi la solitude. Donc, je trouvais c'est intéressant le lien entre liberté et solitude. Est-ce que nous pensons que pour retrouver notre liberté, nous devons passer par la solitude? C'est un peu ce que je dis, mais c'est quand même une vraie question. La deuxième, c'est comment, à quel moment la solitude choisie avec un sens devient habitude d'isolement. C'est-à-dire, je me coupe de tous les liens, je ne suis plus en contact du tout avec les personnes, je ne suis qu'en unissant ou en lien avec la vie naturelle pour finalement mourir seul. Et en moment où il comprend qu'il va mourir, il comprend le sens de la vie qui est en fait partage et qui en fait est lien. Ça montre avec force cet enchaînement entre liberté, solitude, isolement, mort, compréhension de la vie qui est lien, qui, je trouve, avec du recul, réunit des concepts existentiels et une histoire autour de ça qui ne peut que nous toucher dans la manière dont c'est raconté et joué. Et je comprends aujourd'hui pourquoi je l'ai refusé à l'époque, parce que j'étais ni sur j'ai besoin de liberté, ni sur la solitude. J'étais plutôt enfermée dans l'isolement et peut-être même j'aurais pu mourir de l'isolement dans le sens à vraiment avoir peu de gens autour de moi. Je n'ai pas encore re-regardé ce film parce qu'il m'avait vraiment profondément marqué
Et j'ai vraiment profondément souffert de ce film, de cet isolement, mais ça parle pas uniquement du film, ça parle aussi de moi qui était dans cette phase-là, plus dans l'isolement que dans la solitude. Mais liberté et solitude, ça fait un bon couple, mais attention de pas passer à la solitude, à l'isolement. Oui, parce que quand la solitude devient presque une quête d'absolu, à quel moment on cesse d'être dans une solitude libératrice et qu'on passe dans quelque chose qui est une fuite, voire un isolement mortifère? Oui, c'est toujours la question des limites, hein. C'est la question de à quel moment je me perds pas dans ce que je suis en train d'explorer. C'est vraiment cette idée, je pense que c'est Jean Cocteau qui disait à force d'explorer la profondeur, j'y reste. Et c'est à peu près la même idée. À force d'explorer la solitude, nous devenons la solitude. À force d'être radical dans ce que nous voulons absolument acquérir, chercher, explorer, nous devenons ça avec tous les risques. Donc la question est toujours comment j'habite ma solitude dans une idée d'être en lien avec les autres et donc aussi d'être en lien avec ma liberté. Mais la liberté n'est pas solitude et la solitude n'est pas liberté. Il y a au moins là-dedans le lien pour avoir un triangle créateur. Mais sinon, ça risque d'être dangereux. Comme chaque quête qui est faite pour la quête elle-même ou pour un but que finalement nous découvrons en mettant notre vie en jeu. C'est d'ailleurs le lien avec Madame Butterfly, d'une autre manière. Là, c'est la quête de la liberté. Pour elle, c'est la quête d'amour. Et prêt à payer n'importe quel prix pour finalement toucher au secret qui nous est révélé. Et les deux ont une fin tragique. Et nous montrent les grands drames de la vie, qui sont l'amour, la solitude, la liberté. Et nous voyons bien que même si les deux œuvres n'ont rien à voir en commun, il y a des liens qu'ils ont en commun. Et c'est ça qui est intéressant quand nous mettons tout ça en lien et pas uniquement en isolement. C'est-à-dire la solitude en isolement, ça n'a pas de sens. Puis il y a la question de modération aussi. Parce qu'ils rejettent les rôles sociaux, mais à force de les rejeter et vouloir être dans un isolement qui lui semble la liberté, il y a des risques. Il y a des risques, c'est l'art de la modération, de l'adaptation, d'être flexible. En tout cas, il n'y a pas de liberté sans lien. C'est une illusion de se croire en liberté parce que je suis coupé de tout le monde. Je pense que c'est vraiment important d'explorer toutes les facettes, mais à la base, nous sommes des êtres de lien. Nous sommes des êtres de relation. Donc, si nous revenons à la base, tous les œuvres, tous nos échanges nous montrent que ce qui est à explorer, c'est dans cet intérêt de rendre plus de qualité dans nos liens, de donner plus de valeur à nos liens, d'aider nos clients, d'aider nous-mêmes à évoluer. Et ça ne peut pas être qu'en étant radicalement obsédé par la liberté. Mais en le faisant, il nous partage sa leçon de vie. Donc nous pouvons aussi utiliser son histoire ou l'histoire de Madame Butterfly, pas pour la revivre, mais peut-être on peut comprendre un peu plus tôt que peut-être on ne doit pas aller jusqu'à cette radicalité, mais s'arrêter un peu tôt pour revenir dans l'humanité qui est communauté, qui est lien. Chacun pourra s'inspirer et rester vigilant sur la limite et la modération de ces élans. Oui, c'est ça. C'est vraiment un autre thème, hein, comment on peut être radical et modéré. Comment on peut être radicalement persuadé que c'est ça qui est important à faire et en même temps évoluer en lien. C'est la question des dirigeants, c'est la question des managers et des coachs. Comment je suis radicalement engagé pour cette entreprise à faire cela et je peux pas le faire sans eux. Donc je suis en lien. Et si je me coupe, donc je reviens sur l'isolement du dirigeant ou du coach, si je me coupe du lien, il est en danger, l'entreprise est en danger. Tant que nous sommes en solitude, ça va. On peut être seul ensemble pour devenir ensemble seul. Mais il y a des choses là-dedans sur lesquelles il va falloir veiller. Alors pour finir, je te propose quelques questions un peu déroutantes. À toi de voir si tu si tu acceptes d'y répondre. C'est une question que, à mon avis, les auditrices et les auditeurs pourraient aussi méditer. Donc je propose, Sabine, qu'à la fin de la question, tu prennes quelques secondes pour laisser chacune et chacun le temps de maturer la question pour lui, pour elle. Si ta solitude, si votre solitude pouvait te parler, pouvait vous parler, quel conseil essentiel te donnerait-elle, vous donnerait-elle aujourd'hui?
Alors, ce qu'elle me dit, ma solitude, si je me mets en lien avec elle aujourd'hui, le conseil qu'elle me donnera, ça sera aime-toi. Et à la limite, tout est dit. C'est vraiment aime-toi tel que tu es, tel qu'est la vie, tel que tu fonctionnes, mais ose plus t'aimer que tu le fais. C'est ça le mystère et les révélations de la solitude. Parfois, c'est très simple. Le mettre en place, c'est compliqué. Ça peut être difficile, mais le silence ou la solitude nous révèle les messages de notre âme. Et notre âme, c'est toujours autour de l'amour, autour de quelque chose de très important pour nous. Alors, si tu étais un papillon, si vous étiez un papillon, où choisirais-tu, où choisiriez-vous de voler aujourd'hui et pourquoi? Si j'étais un papillon aujourd'hui, j'aimerais voler au Japon parce que c'est le temps des cerisiers. Le Japon m'intéresse parce que nous avons parlé de Madame Butterfly aussi, mais c'est un pays, une culture qui m'attire dans sa manière de fonctionner, dans sa délicatesse, dans sa manière de fonctionner dans le business, mais surtout, ça a beaucoup de beauté. Ça a une approche à la vie qui est basée sur la beauté, sur la délicatesse, aussi sur les arts martiaux et sur plein de choses que je ne connais pas. Peut-être je me le raconte comme ça, mais en tout cas, c'est là où je volerai aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui, même ici à Paris, on voit les cerisiers, mais là-bas, c'est juste magnifique. Et les cerisiers, c'est éphémère. Ça dure un temps. C'est comme le papillon. Donc, faire le moment du papillon qui voit les cerisiers, qui dure pas longtemps, je trouve que c'est là où il faut voler, là où ça dure pas longtemps, là où il y a la beauté qui se montre et qui s'évade. Mais le papillon a envie de voler là où ça dure pas longtemps. Je te propose, Sabine, maintenant peut-être de partager l'anecdote que nous avons hésité à mettre au début, que finalement nous plaçons à la fin. Petite histoire qui pourra être aussi un moment méditatif pour les auditrices et les auditeurs qui pourront se laisser pénétrer par cette histoire. Oui, c'est une histoire qui, en fait, est à l'origine du titre de ce podcast, La solitude du papillon. Peut-être vous la connaissez, mais en tout cas, moi, je l'ai lue il y a quelques années et depuis, elle revient me revisiter cette petite histoire très régulièrement. Et en fait, c'est une fable taoïste assez célèbre et qui se résume ainsi. Chung Tzu rêvait qu'il était un papillon volant de fleur en fleur. Il se réveille et se demande alors si les Chung Tzu rêvant qu'il est un papillon ou un papillon rêvant qu'il est Chung Tzu. Nous pouvons transposer cette histoire. Êtes-vous un coach, un dirigeant, une femme, un homme qui rêve d'être un dirigeant, un coach ou autre chose, ou une dirigeante ou un dirigeant qui rêve d'être une femme ou un homme? J'adore cette histoire parce qu'elle nous met au fond de cette question de papillon, de solitude, de qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire? Est-ce que je suis un papillon qui rêve d'être Sabine ou est-ce que je suis Sabine qui rêve d'être un papillon? Je trouve ça permet une sorte de jeu imaginaire et ça nous permet vraiment de se dire nous ne sommes pas obligés de rester aux étiquettes, nous pouvons les changer, nous pouvons retrouver notre liberté en solitude et en lien. Et de là vient le papillon et tout ce que je mets dans la symbolique du papillon. Eh bien, je te propose d'en rester là pour cet épisode et à très bientôt pour un nouvel épisode. Oui, David, merci beaucoup. Sabine & Co. rejoignit l'aventure Joy and Business autour de cette série de podcasts. Est-ce que tu as choisi parce que tu m'as pas dit on les prend. Si. Ah, tu m'as dit? J'avais dit Madame Butterfly. Tu m'as répondu alors. Oui. Non mais attends, je rêve. Je vis un moment de solitude là, je peux te dire. Repose la question. Alors, vas-y. Geld, c'est argent, non? Oui, c'est ça. On voit quand même sur toi, t'es focalisé. C'est ça.
ça, à mon avis, c'est un best-of. Entre parenthèses, voilà ce qu'on fait dans nos podcasts. Entre deux questions puissantes. C'est ça. Tu me donnes des cours d'allemand, mais c'est important, parce que Oui. comme tu projettes de faire un épisode en allemand, faut commencer tout de suite C'est les ça. cours. Ah, mais je vois maintenant que c'est quoi tes 5 mots et tu me donneras les top 10 et autour de ça, je vais créer. Il n'y a pas de problème. Non, j'ai Varum aussi qui peut être très utile, Oui. parce que tu vois, je peux te relancer Varum, Varum. et du coup, tu peux repartir toute seule, t'as pas besoin de moi. Und. Et ça, c'est pareil. Et tu peux dire aussi also, du coup. Oui, tu vois, avec 3 mots, je m'en sors. C'est intéressant parce qu'en fait, on parle des questions puissantes, mais des fois, il y a des interjections, des mots simples. Mhm. Et ça, c'est international, tu vois. Je peux peut-être le faire, Oui, l'épisode en allemand. On va essayer. Avec 5 mots, on va se faire le défi, le podcast avec 10 mots de l'interview. Enfin, sauf que les 10 mots, c'est moi. Oui, oui. Toi, tu peux en avoir Moi, je peux plus. faire un peu plus. Mais... Wunderbar. Non, j'ai Wunderbar aussi. Oui. C'est pas mal. C'est bien ça, Wunderbar, oui. Sabine & Co, le podcast d'une provocatrice bienveillante.